Donc, voilà, donc on a Monsieur Debris qui se présente, chargé d'études sur le chat, donc qui est chargé d'études botaniste euh, dans un donc chargé d'études botaniste au sein du bureau Odyssée, et puis Laurent Lemonnier qui est de l'Adréal en Normandie. Donc je vais donner la parole à Agnès Méchin pour qu'elle nous fasse la présentation qui va durer à peu près une demi-heure. Donc, comme on est en conférence téléphonique, c'est un peu compliqué d'interagir. Donc, je vous propose de ne pas l'interrompre pendant sa présentation. Éventuellement, s'il y a des questions de compréhension, de poser la question sur le chat. Et dans ces cas-là, je vous donnerai la parole. Et puis après, on se réservera une session de questions. Voilà. Et ben du coup, Agnès, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Je remercie Aude de m'avoir invité à faire cette présentation sur les méthodes françaises d'évaluation des pertes et des gains écologiques. Donc, je travaille sur le sujet depuis 3 ans au sein du CEF, qui est une unité de recherche en écologie à Montpellier, au travers du développement d'une méthode d'évaluation des pertes et des gains qui s'appelle la méthode MERCI, dont on va parler pendant cet exposé. Et puis d'une thèse que je réalise actuellement, donc toujours au CEF et dans le bureau d'études Ecomed. Donc le déroulement que je vous propose d'adopter pour cette présentation est le suivant. Et je vois que je reprenne le diaporama. Voilà. J'ai un petit souci technique, ça devrait marcher. Voilà. Donc le déroulement que je vous propose d'adopter, c'est de commencer par définir qu'est-ce que c'est que ces méthodes d'évaluation des pertes et des gains, à quoi elles servent, avant ensuite de vous parler des principes et des méthodes qui existent. Et puis pour terminer, je vous présenterai un petit peu plus en détail la méthode MERCI, son fonctionnement et puis un exemple d'application sur un dossier concret. Oh là là, ça marche pas comme je veux, je suis désolée. Voilà, donc pour commencer, des méthodes, donc pourquoi faire? Alors, donc le contexte d'utilisation des méthodes d'évaluation des pertes et des gains, c'est la réglementation éviter, réduire, compenser que vous connaissez tous aujourd'hui, donc qui existe depuis longtemps. Mais j'ai quand même pensé utile de rappeler quelques termes de la loi biodiversité du 8 août 2016, qui recadre en fait les objectifs qu'on peut attendre de ces méthodes. Donc les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues pour compenser dans le respect de leur équivalence écologique les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet. Et ensuite, les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Donc il y a deux termes intéressants qui sont équivalence écologique et absence de perte nette. Et donc c'est bien dans ces objectifs-là que les méthodes d'évaluation des pertes et des gains existent. Donc on parle de perte écologique pour désigner les impacts d'un aménagement sur la biodiversité, sur les écosystèmes, et réciproquement, les gains écologiques désignent les opérations, les gains engendrés par les opérations d'aménagement ou d'amélioration, de restauration permises par les mesures compensatoires. Quand on parle de pertes et de gains écologiques, en fait, il y a deux aspects qui sont à envisager, des aspects quantitatifs et des aspects qualitatifs.
Voilà. Et puis, pour aller un petit peu plus dans le détail, en fait, les mesures compensatoires doivent respecter un certain nombre de principes réglementaires qui sont issus de la doctrine ERC qui est parue en 2013, qui ont été encore rappelés par l'AFB lors du comité de pilotage ERC national qui s'est tenu le 31 janvier dernier. Et donc, les mesures compensatoires doivent respecter donc les principes suivants, l'équivalence écologique, donc que ce soit sur le plan quantitatif ou qualitatif, la proportionnalité entre compensation et impact, l'additionnalité écologique, la proximité géographique, la proximité temporelle, la faisabilité des mesures compensatoires ainsi que leur efficacité en tenant compte des incertitudes sur les trajectoires écologiques de restauration, les conditions de fonctionnement des milieux, et enfin la pérennité donc des mesures compensatoires. Donc pour atteindre ces objectifs, donc jusqu'à, enfin, ça a toujours, on a commencé, disons que la première méthode entre guillemets, la première approche qui a eu cours, c'est l'approche par ratio fixe qu'on retrouve dans les SDAG en particulier. Où par exemple, pour un ratio de 1 pour 2, on va dire, si je détruis 1 hectare de zone humide, je dois mettre en place des mesures compensatoires sur 2 hectares de zone humide. Mais on ne tient pas compte de l'état initial de la zone détruite, ni de l'état initial de la zone de compensation, ni du type de mesures compensatoires qui vont mettre en œuvre sur la zone de compensation. Donc finalement, il s'avère que cette approche-là n'est quand même pas satisfaisante par rapport aux objectifs de Pacte Verte Net, qui sont des objectifs théoriques, mais quand même inscrits dans la loi, et à cet objectif d'équivalence écologique. Donc on souhaite se doter de méthodes pour atteindre ces objectifs. Donc on va parler de méthodes d'évaluation des pertes et des gains écologiques, donc comme l'intitulé de l'exposé d'aujourd'hui. Mais on va aussi parler de méthodes de dimensionnement des mesures compensatoires, ou encore de méthodes d'évaluation de l'équivalence écologique ou d'évaluation des fonctions. Donc toutes ces appellations désignent bien ces méthodes qui servent pour évaluer l'objectif de Pacte Verte Net, des mesures compensatoires, que ce soit sous des aspects qualitatifs ou quantitatifs. Donc ces méthodes s'utilisent lors du montage d'un projet et des dossiers d'autorisation, donc les dossiers qui peuvent être études d'impact, dossier loi sur l'eau, dossier dérogation espèces protégées, ou encore autorisation de défrichement, même si parfois les attentes, les exigences en termes de mesures de compensation sont un petit peu différentes selon qu'on s'intéresse à une zone humide ou à des espèces protégées. Donc voilà le premier cas d'utilisation. Donc, elle s'utilise bien avant que l'impact n'ait lieu et que la compensation soit mise en œuvre. Donc, on parle de mesures compensatoires ex ante et d'évaluation ex ante. Donc, à l'opposé de l'ex post, où là, c'est de la compensation une fois que le dommage sur l'environnement a eu lieu. Et puis, c'est des méthodes qui concernent à la fois les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage, les services instructeurs et puis les experts associés aux services instructeurs. Donc, en fonction des rôles et des niveaux d'expertise de chacun, mais tous ces acteurs qui sont présents aujourd'hui dans notre conférence sont concernés par ces méthodes. Alors maintenant, les principes et les méthodes qui existent aujourd'hui en France sont issus tout d'abord sont inspirés de méthodes existantes à l'étranger. Donc là, je vous ai rapporté quelques ressources bibliographiques donc qui font une étude des méthodes existantes à l'étranger, puisque voilà, quand on a commencé à réfléchir aux méthodes, le réflexe a été d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Donc ça a commencé en 2010-2011 avec une revue des méthodes d'évaluation des mesures compensatoires en zone humide, donc une revue qui a été faite par l'ONEMA, qui a été remise à jour ensuite dans un ouvrage paru en 2015 donc aux éditions Quae. Et puis, encore en 2017, Lucie Bezombe et ses co-auteurs ont sorti une analyse des différentes méthodes existantes à l'étranger, donc qui est parue dans une revue scientifique. Donc là, vous aurez accès aux
aux ressources, enfin aux références de ces documents en fin d'exposé, en fin de diaporama. Donc, si vous souhaitez aller voir un petit peu plus ce qui se fait ailleurs, je ne rentre pas plus dans les détails, mais c'est, disons que les méthodes qui existent aujourd'hui en France s'inspirent de ces méthodes-là. Donc aujourd'hui, on dénombre un certain nombre de méthodes. Bon, en premier, dans ce tableau, donc la première ligne concerne les méthodes développées par les bureaux d'études. Donc là, elles sont assez diverses. Elles peuvent, elles peuvent concerner des évaluations quantitatives ou qualitatives. Elles ne sont pas forcément publiées, elles sont plutôt exposées dans les différents dossiers et utilisées au cas par cas dans les dossiers présentés par les bureaux d'études pour les aménageurs. À ma connaissance, Biotop, Ecomed, Ecosphère ont des méthodes qui leur sont propres, mais il y a certainement d'autres bureaux d'études qui ont aussi leurs propres méthodes. Donc ça, c'est disons les premiers acteurs qui ont sorti des méthodes pour répondre aux besoins réglementaires. Et après ça, on a 5 méthodes donc qui ont été sorties et qui sont issues de collaboration entre des instituts de recherche et des acteurs institutionnels ou des acteurs privés. Donc en premier lieu, on a 2 méthodes qui concernent le milieu marin. MITIMED, donc une méthode de dimensionnement qui fait une évaluation quantitative, qui a été développée au sein du CEF et du bureau d'études Cré-Océan dans le cadre d'une thèse CIFRE et qui est aujourd'hui publiée, qui est utilisée sur un projet suivi par Cré-Océan. Ensuite, on a la méthode Mercicore qui concerne les récifs coralliens, donc qui s'adresse plus à l'outre-mer, qui est aussi une méthode de dimensionnement, qui a été développée au sein du CEF et du bureau d'études réunionnais MAREX, qui a un stade expérimental qui a été également publié, qui est disponible sur le site internet de l'IFRECOR, l'initiative française pour la protection des récifs coralliens. Après ça, on a une autre méthode de dimensionnement pour les zones humides, qu'elles soient continentales ou côtières, marines, qui est la méthode MERCI, dont on parlera un peu plus tard, donc développée au sein du CEF et dans le cadre d'un partenariat avec l'ONEMA à l'époque. Donc qui a fait l'objet d'un rapport qui a été publié sur le site de l'ONEMA, qui est un stade expérimental. Et ensuite, on a 2 méthodes qui sont davantage qualitatives, donc pour évaluer plutôt l'équivalence écologique fonctionnelle. Donc la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides, qui a été développée par l'AFB et le Muséum national d'histoire naturelle, donc qui concerne les zones humides continentales et qui a été publiée en 2016. Donc, qui a fait l'objet d'une grosse campagne de tests et qui est aujourd'hui la méthode de référence pour l'évaluation des fonctions des zones humides. Et puis, donc la méthode d'évaluation de l'équivalence écologique, donc qui est valable pour tous les milieux, qui est également une méthode qualitative et qui a été développée dans le cadre d'une thèse CIFRE au sein de l'IRSTEA, de l'EDF et du Muséum national d'histoire naturelle, qui est sorti en 2017 et qui est encore en cours d'amélioration. Enfin, la dernière ligne que j'ai mis en italique, c'est intéressant d'en avoir connaissance, c'est la méthode d'évaluation des dommages écologiques de moindre gravité qui a été développée au sein du ministère, donc par un groupe de travail piloté par le CGDD, le CEREMA et Biotop, donc qui est aussi une méthode de dimensionnement, mais qui là concerne les dommages ex post, donc une fois que les dommages accidentels de faible gravité, et qui reprend le même type d'approche que pour les autres méthodes qui existent dans le cadre de la séquence ERC. Donc c'est intéressant d'en avoir connaissance aussi. Comme je vous le disais aujourd'hui, au niveau des méthodes qualitatives, on a comme méthode de référence la méthode nationale d'évaluation des fonctions zones humides continentales. Pour ce qui est des méthodes quantitatives, donc qui concernent le dimensionnement des mesures compensatoires, là, on n'a pas vraiment aujourd'hui de méthode de référence, étant donné que les différentes méthodes sont plutôt au stade expérimental pour les méthodes qui sont publiées. Donc, il y a un groupe de travail piloté par le CGDD et l'AFB qui a été constitué justement pour proposer une référence pour les méthodes de dimensionnement. Donc, le travail a commencé en juillet 2018. Et devrait aboutir en 2019. Donc maintenant, les différentes approches
existantes pour ces différentes méthodes peuvent se résumer en 3 approches qui sont issues, enfin que j'ai reprises en fait de l'étude qui a été faite par l'AFB et présentée dans ce groupe de travail national. Donc en fait, toutes les méthodes dont il a été question là, que je vous ai présentées dans ce tableau, ont des approches communes. La première approche, donc, c'est une approche qui concerne les méthodes de dimensionnement, où on va raisonner en se basant sur un écart d'état des milieux. Donc, en fait, on va évaluer l'état écologique des milieux au moyen de différents indicateurs, et c'est là-dessus que les méthodes varient, en fait. Et donc, on va évaluer l'état des milieux avant impact et après impact. Et l'écart entre cet état va nous donner les pertes. Et de même, on va utiliser le même raisonnement pour les zones de compensation, avant l'action écologique de compensation et après l'action écologique de compensation. Et donc, cet écart d'état va nous donner les gains. Après ça, en général, on rajoute des coefficients pour tenir compte des délais d'efficacité de la compensation, de l'incertitude sur les trajectoires écologiques, pour pondérer ces gains écologiques. Et donc, ça permet de dimensionner la compensation. C'est l'approche qui a été retenue pour la méthode Merci. Donc, on va la voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais aussi pour la méthode Merci-Corps et puis pour la méthode Mitimed. À ma connaissance, la méthode Biotop pour le dimensionnement des mesures compensatoires pour l'outarde, qui a été développée dans le sud de la France, utilise aussi cette approche par écart d'état des milieux. Après ça, donc, on a une approche un petit peu différente, qui est une approche par pondération, qui est aussi utilisée pour le dimensionnement, où là, en fait, on va se baser sur une grandeur mesurable pour baser donc l'évaluation de la perte ou du gain, qui peut être une surface ou un linéaire de cours d'eau. Et ensuite, on va pondérer cette grandeur par des coefficients de pondération qui sont déterminés en fonction de divers paramètres qui varient aussi selon les méthodes. Donc, qui peuvent être le type d'impact, la durée de l'impact, l'impact sur les connectivités écologiques, par exemple, l'enjeu écologique des espèces et des écosystèmes impactés ou leur rareté, le type d'opération écologique de compensation et donc le type de gain écologique qu'on peut en attendre, l'efficacité des mesures compensatoires, etc., etc. Donc en fait, on va établir des classes, par exemple, de type d'impact auxquelles on va attribuer différents coefficients. Et en fonction du type d'impact qui seront concernés, on va choisir tel ou tel coefficient. Donc c'est une autre manière de faire les choses. C'est la méthode du bureau d'études Ecomed, par exemple, qui fonctionne selon ce système-là. L'ONEMA aussi, enfin l'AFB a fait une revue des méthodes existantes pour les cours d'eau, notamment aux États-Unis, et pas mal de méthodes ont l'air d'être basées sur ce type d'approche. Voilà pour les méthodes de dimensionnement. Et après ça, donc pour les méthodes d'évaluation qualitative, on retrouve aussi cette approche par écart d'état, où là, par contre, on va plutôt raisonner indicateur par indicateur, donc les indicateurs d'expression des fonctions, et ça va nous permettre d'avoir une évaluation du perte et des gains indicateur par indicateur, plutôt que d'avoir une approche condensée en un seul score d'état du milieu. Donc c'est le cas de la méthode nationale zone humide de l'AFB et de la méthode IRSTEA-EDF. Donc j'ai reporté ici un extrait, une capture d'écran donc une capture d'expression de résultats, où on a en rouge donc le niveau de perte pour chacun des indicateurs, qui sont regroupés par fonction écologique, et donc qui permet d'avoir une vision plus qualitative, détaillée, plutôt qu'une vision condensée qui permettra de faire le dimensionnement. Donc voilà rapidement comment on peut, les différentes approches qui existent. Je ne rentre pas plus dans le détail pour ces différentes méthodes, puisque je vais me concentrer maintenant sur la méthode Merci. Donc Merci comme méthode d'évaluation rapide de la compensation écologique. Donc, comme je vous le disais, c'est une méthode qui a été développée au sein du CEF, donc qui est sortie en 2016, qui est à un stade expérimental actuellement.
donc qui permet de dimensionner les mesures compensatoires pour les zones humides. L'intérêt, c'est que le principe de fonctionnement de la méthode est applicable, transférable à tout type d'écosystème. Après ça, les variations vont porter sur les indicateurs écologiques. Et donc, elle permet d'évaluer les pertes et les gains écologiques. Alors, je vous ai reporté quelques extraits de formulaires pour que vous figuriez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un formulaire de description d'impact. Vous ne devez pas voir grand-chose, je suppose, mais bon, ça permet de prendre, de reporter toutes les informations qu'on a sur la zone impactée, les informations relatives à l'état initial, à des classements éventuels en zone ceci ou cela, et puis de reporter l'état initial. Et après ça, donc, on a toute une liste, toute une série d'indicateurs écologiques, donc qu'on va renseigner. Donc, selon différentes étapes, en fait, qui sont les suivantes. Donc, pour commencer, on renseigne la fiche descriptive de la zone aménagée et de la zone de compensation, donc, qui permet de rassembler toutes les données descriptives des zones concernées et des projets, que ce soit projet de compensation ou projet d'aménagement. Et à partir de ces informations-là, on va pouvoir renseigner nos indicateurs écologiques. Donc, premièrement, donc c'est l'étape numéro 2, évaluer l'état écologique de la zone d'impact avant aménagement, donc c'est ce qui correspond à l'état initial, donc à l'aide des indicateurs écologiques qui ont été sélectionnés dans la méthode. Ensuite, on va procéder à la même évaluation écologique, où là, on va évaluer l'état supposé de la zone impactée après l'aménagement. Donc là, c'est un petit effort d'imagination qu'on doit produire pour imaginer comment les indicateurs vont évoluer une fois que l'aménagement sera en service. On fait le même raisonnement pour la zone de compensation. Donc, on évalue l'état écologique de la zone de compensation avant la restauration, donc ce qui correspond à l'état initial, à l'aide des mêmes indicateurs écologiques. Et pareil, on évalue l'état écologique supposé de la zone de compensation après restauration, une fois qu'on a atteint l'objectif de l'écosystème. Des mesures de compensation. Donc, on va supposer que les mesures fonctionnent complètement et on fait cette évaluation. On tient compte malgré tout de l'incertitude liée aux trajectoires de restauration, puisque les mesures de restauration, d'amélioration des milieux naturels ne fonctionnent pas toujours comme on s'y attend. Donc, on tient compte de cette incertitude en évaluant, en choisissant un coefficient de risque, ainsi qu'un coefficient lié au décalage temporel. Et après ça, une fois qu'on a toutes ces valeurs, on va pouvoir calculer ce qui correspond à des pertes et des gains ajustés en fonction de ces coefficients et vérifier ainsi les principes d'équivalence et d'additionnalité écologique. Donc, on peut résumer le fonctionnement de cette méthode sous la forme de ce schéma. Donc, on a d'un côté notre zone d'impact et de l'autre côté notre zone de compensation. Donc, nos pertes écologiques vont être calculées suivant la formule surface impactée fois delta impact. Et le delta impact correspond en fait à la différence de score entre l'état écologique avant impact et l'état écologique après impact. Donc, multiplié par la surface, ça nous donne une valeur chiffrée qui correspond aux pertes écologiques, qui n'a évidemment qui ne correspond à aucune réalité écologique tangible, hein, c'est vraiment théorique, et c'est le raisonnement qui permet de faire le dimensionnement. On fait le même raisonnement sur le gain écologique, hein, on évalue l'état avant et après, et on multiplie ce delta de compensation par la surface de la zone compensée. Après ça, donc on rajoute nos coefficients d'ajustement. Donc, on évalue le risque R, comme je vous disais, qui est lié à l'incertitude sur les trajectoires écologiques. Donc là, on a un certain nombre de questions qui permettent de choisir la valeur finale du risque R qui peut varier entre 1 et 3. Donc 1, c'est quand on est certain que nos mesures compensatoires vont fonctionner. Normalement, ça
ça ne peut jamais être égal à 1. Et au pire, voilà, pour les mesures compensatoires les plus risquées, ça peut amener à multiplier la surface compensatoire par 3 dans la méthode telle qu'elle existe aujourd'hui. Et puis, on a le délai T qui correspond au décalage temporel, donc entre le moment où a lieu l'impact et le moment où on atteint l'objectif des mesures compensatoires. Donc, ça peut être assez long. Et donc, il y a une table de correspondance entre le nombre d'années pour atteindre cet objectif et un coefficient. Et donc, nos gains écologiques théoriques vont être diminués en fait par l'introduction du R et du T. Donc, on a des gains écologiques ajustés qui sont égaux à la surface de compensation fois le delta de compensation divisé par le R fois T. Et puis, éventuellement, si on choisissait de faire évoluer la méthode, on pourrait introduire d'autres coefficients d'ajustement en fonction des choix de ce qu'on veut valoriser ou inciter à faire. Et donc, ensuite, on peut poser notre équation, perte écologique égale gain ajusté, qui correspond donc à l'expression de cet objectif d'absence de perte nette. Et en fonction des données d'entrée qu'on a, on peut calculer une ou l'autre des valeurs. Là, je vous montrerai le calcul tout à l'heure. Donc là, pour évaluer l'état écologique, donc on va se baser sur des indicateurs écologiques donc, qui vont permettre. Donc l'état écologique de la zone est évalué par un score qui varie entre 0 et 10 et qui est basé sur l'évaluation de 3 composantes qui sont la localisation de la zone d'impact ou de la zone de compensation et son fonctionnement dans le cadre d'une logique de paysage écologique, une famille d'indicateurs d'hydrologie et une famille d'indicateurs relatifs à la structure des communautés et aux habitats. Donc, chacune des composantes est évaluée par un score qui varie entre 0 et 10. Et donc, c'est la moyenne de ces 3 scores qui va nous donner l'état écologique de la zone. Et donc, pour chacune des composantes, on a entre 7 et 11 indicateurs qu'on évalue également entre 0 et 10. Je ne rentre pas dans le détail, ce serait beaucoup trop long. En fait, donc la valeur de 10, ça correspond à des conditions optimales qui permettent d'assurer pleinement les fonctions écologiques du milieu. Donc, c'est un état de conservation du milieu le plus souhaitable possible. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut fixer en amont quand on applique la méthode. Et le 0, ça correspond à un état totalement dégradé. Donc, l'état du milieu, en fait, la logique de la méthode, c'est qu'on considère que plus il y a de pression anthropique qui s'exerce sur le milieu, plus le milieu est considéré dans un état dégradé, donc proche de 0. C'est une logique qui peut être discutée, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat dans le cadre de cette présentation-là. Donc, voilà comment on évalue l'état du milieu. Donc, on a une grille d'indicateurs qu'on va utiliser donc pour les 2 zones et les 4 évaluations, avant, après, de la zone d'aménagement et de la zone d'impact, de la zone de compensation. Donc, c'est la même grille d'analyse et ce qui permet de faire des comparaisons entre les pertes et les gains. Et donc, une fois qu'on a renseigné toutes les données qu'on pouvait renseigner, donc on peut par exemple calculer la surface de compensation. Donc ça, c'est un calcul qu'on peut faire quand on se situe plutôt en phase de finalisation du projet, quand on présente un projet dans le cadre d'un dossier, par exemple, et où on a connaissance, on a identifié les zones de compensation et les opérations de compensation qu'on voulait mener. Donc, on peut par exemple calculer la surface de compensation, donc qui est égale aux pertes écologiques fois le délai fois le risque, divisé par delta compensation. Donc, en fait, cette formule nous montre que la surface de compensation, la dette compensatoire va être d'autant plus importante que la perte écologique est importante, que le délai et le risque sont importants. Et donc, ça va inciter à éviter et réduire le plus possible pour diminuer les pertes écologiques et donc la dette compensatoire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que certes, on parle d'une méthode d'évaluation de la compensation, mais on ne perd jamais de vue l'importance des phases éviter et réduire. Et on s'inscrit bien dans la logique de la hiérarchie ERC, puisque on aura tout intérêt pour diminuer les coûts de la compensation, diminuer la surface de compensation, et donc éviter et réduire davantage.
De même, on voit clairement au travers de la formule que ça favorise les mesures compensatoires les moins risquées. Ça incite aussi à ne pas impacter les écosystèmes qui mettent du temps à se régénérer, puisqu'à ce moment-là, dans le cadre du respect du principe d'équivalence fonctionnelle, il faudra faire de la compensation sur ce même type d'écosystème, et donc le temps sera très long et le coefficient T sera important, et donc ça augmentera la surface de compensation. Voilà les premiers éléments de discussion qu'on peut apporter. Nous, ce qu'on propose comme champ d'application pour cette méthode, c'est que c'est en fait toutes les étapes d'un projet jusqu'au dépôt, enfin jusqu'à l'obtention de l'autorisation. En fait, la méthode est suffisamment souple. Ça, je peux pas vraiment vous le démontrer dans le détail, mais en fait, la méthode est suffisamment souple dans l'application des indicateurs pour fonctionner avec des niveaux d'information plus ou moins importants. Et du coup, on peut appliquer la méthode assez en amont des projets pour, par exemple, comparer des scénarios d'aménagement quand on n'a encore aucune idée de quelle compensation on va faire, mais pour retenir des scénarios d'aménagement de moindre impact et diminuer, éviter et réduire davantage. On peut aussi comparer des scénarios de compensation pour essayer de maximiser le gain compensatoire et donc diminuer aussi les surfaces de compensation. Et puis évidemment, quand le projet est davantage avancé, on peut utiliser la méthode, comme je vous l'ai montré dans la formule de calcul de la surface, pour dimensionner les mesures compensatoires. Donc au cours des tests, c'est une méthode qu'on a soumis qu'on a testé avec des services instructeurs de différentes régions, que ce soit dans le Grand Est, dans la région parisienne, dans le Sud-Ouest ou en Occitanie, Languedoc-Roussillon, ce qui nous a permis de dégager un certain nombre d'avantages et de limites. Donc les avantages, comme je vous le disais, c'est que la méthode permet de favoriser l'évitement et la réduction. C'est une méthode transparente, hein, comme vous avez vu, les formules sont très simples. Les indicateurs sont également très lisibles, donc tout le monde peut la comprendre. C'est aussi une méthode qui est souple dans son application et dans le maniement et l'adaptation des indicateurs aux différentes réalités des projets. Elle est rapide et facile à mettre en œuvre dans la mesure où elle ne demande pas d'appareillages spéciaux, de traitement d'informations particuliers, ni de faire des prélèvements ou de passer sur le terrain à des saisons particulières. Elle est applicable à tout type de projet en zone humide. Et elle apporte une vision intégratrice des impacts au travers de ce score unique d'état écologique du milieu avant et après impact qui permet de faire le dimensionnement. Par contre, les limites, c'est que c'est une méthode qui est encore expérimentale, particulièrement pour le maniement des indicateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a constaté avec les acteurs de terrain quand on faisait des tests et des formations. Donc il y a des questionnements sur le choix de la référence du 10 sur 10 en fait qui ressort régulièrement, et du coup du niveau d'expertise associé au maniement de la méthode et de la marge d'interprétation des indicateurs. Donc là, il y a une progression, une amélioration à apporter à la méthode. Et puis, c'est une méthode de dimensionnement pour les zones humides, donc forcément, l'approche espèces et habitats protégés, ainsi que l'approche cours d'eau, elle manque à la méthode. Donc, pour passer, pour parler un petit peu plus concrètement, j'ai choisi de vous présenter, pour finir, l'exemple de l'application de la méthode donc à une compensation en zone humide sur un dossier qui avait été traité, instruit par la DDT 77, en région parisienne. Donc il s'agit ici de l'aménagement d'une parcelle d'un champ drainé en ZAC. Donc c'est une zone de 25 hectares et puis en fait qui est en bordure de route, et donc le bas du champ ici qui est toujours cultivé, le bas du champ retient l'eau qui est bloquée donc, par la route, et donc c'est une photo là de cette zone là, et donc là on a une petite zone humide en bas de champ, et là ce sont des cultures, de grandes cultures intensives. Donc ça c'est la zone aménagée, et la zone de compensation, donc elle se situe dans un petit village pas très loin, et c'est sur une zone de pâturage où on a déjà une zone humide avec un talweg, et les mesures compensatoires consistent à améliorer, à supprimer le drainage de ce champ, à
surcreuser le Talweg présent pour accentuer l'expression, pour accentuer l'état humide de la zone et favoriser le développement de certaines espèces de zones humides qui sont dans la région. Je vais revenir là. Et voilà, là je me retrouve. Un petit souci à nouveau, comme j'ai basculé sur l'autre écran pour reprendre le cours de mon diaporama. Désolée. Ouais, voilà. Donc, je vais vous présenter voilà, je vais vous présenter les calculs. Je ne vais pas rentrer dans le détail des notes parce qu'on n'a pas le temps. Mais comme ça, vous allez pouvoir mettre un peu des chiffres et voir un peu mieux comment ça fonctionne. Donc, sur notre zone aménagée, donc on a nos 3 familles d'indicateurs, localisation et paysage, donc qui correspondent au lien fonctionnel entre notre parcelle de 25 hectares et ce qui se passe aux alentours. Donc les indicateurs d'hydrologie et les indicateurs structure des communautés et habitats. Donc on fait notre évaluation avant et donc on a des scores donc, qui varient entre 0 et 10. Donc pour localisation et paysage, c'est 2,43 sur 10. Hydrologie, c'est 5,83 sur 10. Et structure des communautés et habitats, c'est 1,5 sur 10. C'est un champ cultivé en culture intensive, donc il y a quand même plus grand-chose d'un écosystème naturel sur cette zone-là. Donc ce qui explique le score, la note, l'état du milieu final de 0,325 sur 1. Donc c'est le fonctionnement de la méthode. En fait, on fait la moyenne des trois notes et on la divise par 10. Donc ça nous donne 0,325. Ensuite, donc comme après ça, on aura exact, donc on réapplique la même grille d'indicateurs et on a nos scores après, donc après impact. Donc localisation et paysage passent à 2,29 et l'hydrologie et la structure des communautés, ça passe à 0 puisqu'il n'y aura plus rien du tout. Et donc on aura un score de 0,076 sur 10. Donc le delta de 0,325 moins 0,076, c'est 0,249. Donc c'est bien l'écart d'état entre l'écart d'état du milieu dont on parlait tout à l'heure. On va multiplier ça par 25 et ça nous donne donc des pertes écologiques qui sont équivalentes à 6,23. Donc comme je vous le disais, c'est une grandeur sans unité spécialement, qui n'a pas de signification écologique. C'est juste une grandeur qui permet de faire une comparaison avec les gains écologiques engendrés par la zone de compensation. Donc, sur la zone de compensation, on fait le même raisonnement. Donc, avant, donc l'état initial de la zone, donc pour la localisation et le paysage, c'est 4,5 sur 10. L'hydrologie, c'est 6,38 sur 10. Structure des communautés, c'est 4,25 sur 10. Et après ça, donc, on va passer à des notes qui vont être supérieures, puisque donc, la compensation apporte une amélioration, un gain écologique, donc de 4,64, 8,57 et 9. Donc notre état du milieu de la zone de compensation avant compensation, il est de 0,504 et après compensation, il sera de 0,74. Donc on a un delta de 0,236. Après ça, donc on évalue le risque et le décalage temporel, donc ils vont venir diminuer le gain de compensation théorique. Donc le risque, c'est 1,17, donc c'est un risque assez faible. Voilà, on est assez optimiste sur l'aboutissement des mesures de compensation. Et puis le décalage temporel, donc le coefficient est de 1,07 parce qu'on est estimé que l'objectif sera atteint au bout de 3 ans, ce qui est aussi assez rapide comme évolution. Donc, notre gain écologique, donc, il est égal à la surface, là, qui est inconnu, fois le delta de 0,236, divisé par 1,17 fois 1,07. Donc, si on pose notre équation perte égale gain, on va calculer notre surface de compensation, et là, on aboutit à une surface de 32 hectares.
Donc voilà, c'est des calculs, on obtient des valeurs exactes, hein, mais évidemment, tout ceci n'est pas une science exacte, puisqu'on fait pas mal d'approximations, forcément. C'est une manière de considérer les choses, donc il ne faut pas s'attacher à une valeur de 32 hectares. Si la parcelle, au final, sélectionnée fait 30 hectares, on peut estimer que c'est suffisant. Par contre, si elle fait 10 hectares, ben, on peut se dire que là, on va avoir un gain écologique qui va être quand même moindre par rapport à la perte écologique théorique. Donc, c'est voilà, le type de raisonnement qu'on peut faire sur le dimensionnement avec cette méthode-là. Et bon, voilà, c'est un exemple qui a été sur lequel on a appliqué la méthode. Il y en a eu bien d'autres, y compris sur des lagunes côtières en zone méditerranéenne. Donc voilà comment fonctionne la méthode. Donc aujourd'hui, merci, comme je vous le disais, c'est une méthode expérimentale. C'est surtout, en l'état actuel des choses, un objet de recherche qui sont faites dans le cadre de ma thèse. Donc une recherche sur les adaptations opérationnelles des méthodes aux besoins concrets du terrain. Donc moi, j'axe mon travail là-dessus. D'où une coopération avec pas mal d'acteurs de la séquence ERC qui sont mentionnés en bas de la diapositive. Et on est bien conscient donc d'un certain nombre de compléments et d'évolutions qui sont nécessaires pour rendre la méthode pleinement opérationnelle et utilisable en routine. Donc on verra si on a le temps de les réaliser dans le cadre de la thèse ou sinon si on peut les réaliser en dehors de la thèse. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la méthode Merci fait l'objet d'un rapport détaillé qui explique le fonctionnement de la méthode, qui explicite et détaille chacun des indicateurs, qui présente aussi un cas d'application détaillé. Donc ce rapport, je ne sais pas si Aude a prévu de vous le faire passer. En tous les cas, il est disponible sur le site, alors le site de l'ONEMA, quand c'était encore le site de l'ONEMA, mais le lien existe toujours. Et voilà, donc si vous voulez en savoir plus. Et pour finir, donc quand vous recevrez le diaporama, vous aurez toutes les sources bibliographiques qui présentent les différentes méthodes que je vous ai mentionnées, que ce soit en termes de rapports, qui en général sont disponibles sur Internet, de thèses qui présentent le fonctionnement des méthodes, ou encore les articles scientifiques associés aux thèses sur ces méthodes-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'en ai fini pour ma présentation. Donc, je suis à l'écoute de vos questions. Voilà. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Du coup, s'il y a des questions, le mieux peut-être c'est que ce soit posté sur le chat et puis je les relais. Merci Sophie pour le commentaire. Autrement, si quelqu'un veut prendre la parole, puisqu'apparemment il n'y a pas de... Bon, pas de... Ah, je vois une question qui s'affiche. Y a-t-il besoin de données naturalistes fines? En fait, les données naturalistes issues des états initiaux qui sont faits dans le cadre de la présentation des dossiers suffisent. Et en général, et on recommande d'aller quand même sur le terrain, alors pas forcément pour faire un complément d'inventaire aux inventaires très fins qui sont faits dans le cadre des états initiaux pour les dossiers, mais c'est plus pour avoir une vision globale de la zone et voir ce qui se passe aux alentours. Mais il n'y a pas de données supplémentaires par rapport à ce qui se fait aux données qui sont recueillies aujourd'hui pour les états initiaux et le montage des dossiers tels que ça existe aujourd'hui. Je m'interroge un petit peu quand même sur la place qui peut être faite à cette méthode Merci par rapport à la méthode nationale sur l'évaluation des fonctionnalités des zones
des zones humides, qui aujourd'hui est quand même réclamée de façon relativement systématique par les DDT, hein, dans le cadre de leur mission de police de l'eau, voire même par le CNPN. Oui. Alors, tout à fait. Donc, en fait, c'est deux méthodes complémentaires. La méthode nationale des zones humides, c'est une méthode qui permet d'évaluer les fonctions. Donc, pour respecter l'exigence d'équivalence fonctionnelle, donc, qui a attendu des mesures compensatoires. Et la méthode Merci, c'est une méthode strictement de dimensionnement. Donc, vous avez vu, on ne parle pas du tout de est-ce que telle fonction est plus ou moins exprimée par telle zone ou telle zone. Donc, c'est des méthodes complémentaires qui fonctionnent avec les mêmes données d'entrée en plus de ça. Hein. Donc voilà, c'est des méthodes complémentaires. Alors, il y a deux nouvelles questions sur le chat. Est-ce qu'on peut avoir l'idée du temps nécessaire à l'application de cette méthode pour un bureau d'études? Et voilà, pour la première question. Alors, pour le temps, alors évidemment, tout dépend du type de projet. Un projet de ZAC, par exemple, la méthode peut être appliquée en une journée, par exemple. Enfin, il faut prendre connaissance des informations, enfin de toutes les informations de terrain. Une fois qu'on a rassemblé les données, les inventaires, etc., qu'on en a pris connaissance, ça va assez vite. Il faut passer grosso modo une demi-journée sur le terrain. Et puis après ça, en une journée, on peut renseigner les indicateurs et faire des évaluations. Après ça, tout dépend de la taille des projets. Quand on a des projets avec des zones importantes, des grands linéaires, style autoroute, etc., là, il y a des découpages à faire. C'est dans le cadre de la thèse, on a un partenariat sur des chantiers d'autoroute ou des chantiers de gazoduc, et on va voir comment on va essayer d'appliquer la méthode dans ces cas-là. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des adaptations à faire pour pouvoir être plus rapide et ne pas se focaliser. Parce qu'en fait, les zones, quand on regarde les indicateurs, c'est plutôt une application à la parcelle telles qu'ils sont formulés aujourd'hui. Et donc, quand on est sur des très grands linéaires, par exemple, on peut peut-être pas fonctionner comme ça. Donc là, il y a une adaptation probable à faire. Mais sinon, la méthode est assez rapide. Évidemment, voilà, ouais. Il y avait une autre question, je crois. Ouais, sur le chat, mais je pense que c'est la même que celle qui a été posée avant. Si nous appliquons cette méthode dans le cadre d'un projet, cela ne fait-il pas doublon avec la méthode AFB qui devient de plus en plus obligatoire? Donc, je pense que c'est la méthode de zone humide. Voilà. C'est par rapport au dimensionnement, ouais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent la méthode AFB pour le dimensionnement. Il me semble que certains le tentent. Là, justement, il y a des choses il faut faire attention parce que par exemple, tout ce qui est risque, décalage temporel, ce genre de choses n'interviennent pas dans le calcul du dimensionnement quand on part de l'expression des fonctions. Donc, ça peut être un peu trompeur. Voilà. Il y a une autre question aussi. Est-il prévu d'extrapoler cette méthode au milieu sec? Alors, oui, on l'a déjà fait, tout simplement en supprimant l'évaluation des indicateurs hydrologie. C'est assez radical. Bon, du coup, on a moins d'indicateurs pour évaluer l'état des milieux. Donc, c'est des notations un peu moins robustes, mais c'est faisable. Tous les indicateurs qui sont liés à la troisième composante, habitat, structure des communautés, c'est des indicateurs qui sont valables pour tout type de milieu. Et toute la partie sur localisation, paysage, où là, on étudie la connectivité, hein, grosso modo, ça peut fonctionner aussi pour tous les types de milieux, en laissant de côté la connectivité hydrologique. Après ça, on avait imaginé de rajouter des indicateurs plus propres au sol, peut-être, ce qui n'est pas évident, parce que par rapport à la logique de la méthode,
on n'a pas forcément à disposition vraiment d'indicateurs qui seraient utilisables pour la qualité des sols. Donc voilà, la méthode est utilisable pour des milieux secs. Mais voilà, enfin, il y a peut-être quelque chose quand même des indicateurs à améliorer malgré tout. On le fera peut-être. Le problème, c'est que c'est pas le but exact de la thèse, c'est pas de sortir de vos indicateurs. Donc c'est un petit peu délicat de jongler avec les différentes attentes et exigences de thèse et puis les attentes de terrain en termes d'indicateurs. Donc on verra ce qu'on a le temps de faire. Encore une question. Y a-t-il un écart entre le dimensionnement proposé par la méthode et son application? Alors, donc ce qui veut dire, est-ce que aujourd'hui les ratios finalement qui sont calculés avec les méthodes et les approches actuelles sont différentes des ratios de calcul de Merci? Je suppose que ça veut dire ça. En fait, la méthode Merci est relativement exigeante en termes enfin ça produit des ratios de compensation quand même relativement importants. Mais dans les tests qu'on a pu faire sur certains dossiers, selon les attentes des services instructeurs, ça cadrait avec les attentes des services instructeurs. Donc on aimerait en faire davantage en fait. Hein, c'est vrai pour vraiment faire une comparaison et caler et se cadrer avec ce qui est, comment dire, avec une exigence en termes de compensation suffisante, mais pas trop non plus, parce que sinon, ça devient inapplicable. Donc, cette adaptation, elle peut se faire au travers des coefficients risque et temps, qui peuvent varier, avoir une fourchette de variation plus ou moins grande. Et voilà, ce qui ressort, c'est que on a certains cas où très clairement, la compensation réalisée sur le terrain est sous-dimensionnée. Quand on prend en compte tout ce qu'il faut prendre en compte quand on veut évaluer des pertes écologiques, en fait. Les gains sont surestimés et les pertes sous-estimées. Ok, il y avait encore une autre question. Un diagnostic écologique précis est donc nécessaire à appliquer sur le site de compensation de façon à pouvoir le comparer par rapport aux résultats obtenus sur le site impacté. Alors c'est dans le chat, hein, si vous voulez. Ah ouais, parce que j'arrive pas, je vois pas les. La question, c'est du coup un diagnostic écologique précis est nécessaire à appliquer sur le site de compensation de façon à pouvoir le comparer par rapport aux résultats obtenus sur le site impacté. Oui, tout à fait, oui. Ouais, complètement. Oui, il faut faire un état initial quand même assez complet de la zone de compensation pour savoir de quoi on part et qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir. En général, ça doit être fait normalement quand on prévoit des mesures compensatoires. À un moment donné ou à un autre, on propose des mesures de compensation en fonction de ce qu'il y a sur la zone de compensation. Mais oui, effectivement, il faut faire un diagnostic de la zone de compensation. Ok. Et puis il y avait un message de. Alors. Ah voilà. Est-ce qu'il serait envisagé de combiner Merci et la méthode AFB pour n'en faire qu'une? Pour avoir des éléments à la fois sur les fonctions et sur la surface. Sinon, pour bien faire, il faudrait appliquer les deux. Ouais, c'est vrai que ça serait l'idéal, j'imagine. Alors après ça, c'est vraiment, ça demande un travail de collaboration entre les équipes de conception. Donc si l'AFB souhaitait aller dans ce sens-là, ça pourrait être envisageable, ouais. Mais là, c'est pas moi j'ai pas du tout la main sur ce genre de décision. Donc je peux pas répondre en fait. Théoriquement, c'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Mais je sais pas si c'est une volonté de l'AFB d'aller dans ce sens-là, donc je peux pas en dire plus. Ok. Il y avait
s'il y a quelqu'un qui veut répondre, ou parce que j'ai pas redonné la parole à ceux qui avaient posé les questions. Donc si il y avait plus, apparemment il y avait des remarques sur le chat, mais il y avait plus de questions telles quelles. Donc s'il y a quelqu'un qui veut redire quelque chose ou réagir, je vous laisse prendre la parole. Bon, bah apparemment il y a plus de remarques. Donc Ok. donc je vous propose de clôturer la webconférence. Donc ben je vous enverrai la présentation avec le rapport merci dont vous avez parlé, et puis les coordonnées d'Agnès Michin, comme ça si vous souhaitez éventuellement la contacter, ben, Oui, vous oui. pourrez. N'hésitez pas. Ok, ben merci à Avec- tous, Merci à vous. et puis ben à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.